Et on parle évidemment de la présidentielle aux États-Unis. Pourquoi de nombreuses Américaines sont prêtes à voter Donald Trump malgré les accusations qui pèsent sur lui, malgré ses propos misogynes? On poursuit donc l'analyse dans l'émission avec nos invités qui sont autour de la table. D'abord, retour sur les derniers propos du candidat républicain qui ont horrifié les démocrates. Il a voulu faire d'une pierre deux coups, les migrants et les femmes, les deux thèmes forts de la campagne. Et contre l'avis de son équipe, il s'est présenté comme le protecteur de ces dernières. Ils m'ont dit, je pense qu'il est inapproprié que vous disiez cela. Je paye ces gars très cher, vous y croyez, vous? J'ai répondu, eh bien je vais le faire, que cela plaise ou non aux femmes. Je vais les protéger des migrants qui arrivent. Que ça leur plaise ou non, la phrase a fait bondir les démocrates et Kamala Harris en meeting dans le Wisconsin, l'un des États clés, s'en est emparé. C'est juste que c'est, je pense, très insultant pour les femmes, car il ne comprend pas leur pouvoir, leur autorité, leurs droits et leur capacité à prendre des décisions concernant leur propre vie, y compris leur propre corps. Ce n'est que la dernière d'une série de révélations de l'ancien président sur ce qu'il pense des femmes. Ce que Trump pense des femmes, des propos sexistes qu'il multiplie. On se souvient de cette vidéo ressortie un mois avant la présidentielle de 2016 où le milliardaire se vantait d'attraper les femmes par leur partie intime. On se rappelle qu'il a été condamné l'an dernier pour agression sexuelle et qu'il y a moins d'une semaine, son entourage a versé dans la misogynie en parlant de sa rivale. Elle est fausse, c'est une fraude, c'est une imposture. Elle et ses proxénètes détruiront notre pays. Dans cette campagne, si Donald Trump joue sur la masculinité, Kamala Harris, elle, insiste sur les droits des femmes. Visite dans un cabinet de médecins cette semaine. Elle est allée convaincre la génération Z du droit des femmes à disposer de leur corps. La question de l'accès à l'avortement est un thème clivant dans cette élection. Un récent sondage montre que 55% des femmes sont prêtes à voter pour la candidate démocrate et que 53% des électeurs américains sont des femmes. Très très intéressant comme sondage, effectivement. Dominique Simonet, alors à nous Français, effectivement, ça nous paraît incroyable, ce genre de propos de Donald Trump. Je vais les protéger, les femmes, qu'elles le veuillent ou non. Ça va évidemment à l'encontre du consentement. Ça pourrait discréditer un candidat chez nous. Aux États-Unis, on a le droit de le dire et ça peut même lui rapporter des voix. On a le droit de le dire, oui. Simplement, c'est vrai que le niveau du débat est absolument affligeant. On en est quand même à discuter dans la première démocratie du monde, à savoir si les femmes doivent retourner à la maison et si elles ont le droit de disposer de leur corps. Donc, mais ça, c'est toute la propagande de la campagne Trump qui fait glisser toutes les discussions et le débat vers ses obsessions, ses fantasmes, son univers viril, machiste, même il faut bien le dire. Il faut faire attention, je pense, de ne pas confondre l'état de l'Amérique aujourd'hui et tous les calculs électoraux sur lesquels on est amené de discuter. Parce qu'on découpe l'Amérique en petits morceaux, en petits pixels, avec il y a les femmes noires, les femmes portoricaines, les hommes blancs, etc. C'est plus complexe que ça. Chaque Américain, d'abord, a différentes préoccupations. Ça va jouer d'une manière différente selon sa situation. On ne peut pas parler du vote noir, du vote latino, du vote on peut, mais féminin. je veux dire, par exemple, entre les femmes d'un haut niveau de diplôme et les hommes non diplômés, dans les intentions de vote, il y a 43 points d'écart. 43 cette fois. Donc si vous croisez quelques données, on brouille un petit peu ces analyses. Alors ces analyses sont très pertinentes pour les équipes de campagne parce qu'il faut aller. On voit que maintenant dans les États clés c'est très très serré aussi. C'est plus l'État qui est visé, c'est même plus un canton, c'est le pixel sur la carte électorale, une petite communauté. Et dans cette petite communauté-là, il faut convaincre un certain nombre de gens. Donc c'est pour ça que c'est découpé à ce point. Cela dit, après la question de Donald Trump et cette phrase incroyable quand même de dire qu'elle le veuille ou non, on a là une
une espèce de déclaration d'un machisme, d'une misogynie. Bon, on est habitué à ce que dit Trump. Hein, on voit très bien depuis longtemps. Pour lui, il a son socle, à peu près de 30% de gens qui vont applaudir, parce qu'il y a une nostalgie aussi, c'est vrai. C'est ça, il s'adresse à ce public-là. Il y a une nostalgie des années 50 pour une partie enfin les années 50 peut-être avant, même peut-être des cow-boys, de voir la femme à la maison, vous savez, la petite série en noir et blanc, et puis tout est bien en ordre, et c'est chacun est à sa place. Chacun est à sa place. Et Trump cultive ça, visiblement, ça lui réussit d'ailleurs, hein, parce qu'il cultive son électorat, il ne va pas chercher au centre, ça marche, il cultive ça. Mais l'Amérique, c'est pas ça. Il y a quand même une Amérique beaucoup plus raisonnable, qui ne part pas dans la folie misogyne de Trump. Attention à ne pas confondre, vous avez raison. Jean-Éric Brana, qu'est-ce qu'il veut dire en fait par là ? Je vais protéger les femmes, qu'elles le veuillent ou non, que ça leur plaise ou non. Oui, je dois dire que j'ai beaucoup aimé le commentaire de Dominique, et en plus c'était drôle, donc on peut quand même le dire. Donald Trump en fait s'adresse aux femmes en tant que vieux papa qui protège la famille, c'est comme ça que lui voit le monde. Il est à la tête de sa famille puisqu'il a été président des États-Unis. Il a effectivement, c'est un misogyne, tout ce que vous voulez, vous le mettez, mais en même temps, je crois qu'il est sincère quelque part dans sa tête. Il pense qu'il va effectivement protéger les femmes. Alors deux choses, il le dit sur sa thématique des migrants, parce que il y a du danger, de la criminalité, que les femmes sont plus en danger que les hommes, et donc il va être le gentil policier qui va les protéger. Et puis, ce qu'il a tout le temps répété pendant qu'il était au pouvoir, souvenons-nous quand même, il a fait le Small Business Act, et il expliquait que les femmes qui voulaient monter des entreprises pouvaient le faire avec lui parce que la liberté d'entreprendre était valable pour tous aux États-Unis, hommes ou femmes. Donc il continue sur la même logique. Il est dans une logique d'homme d'affaires, hein, en disant qu'on fait de l'argent et que les femmes aussi vont en faire. Donc mon programme, que vous le vouliez ou non, va vous amener oui, c'est ça. à Même la prospérité. Si vous n'avez pas voté pour moi, finalement. Ouais, c'est ça. Vous aurez la possibilité de progresser dans cette société. Elle s'adresse davantage à vous. C'est davantage cela qu'il dit. C'est le camp républicain, c'est le camp de ceux qui sont pour la libre entreprise. Et bien évidemment, c'est pas pour ramener forcément à ceux qui clivent. Bien sûr, ça va être repris dans l'autre sens de la façon inverse, mais ça, c'est de bonne guerre. On est dans une campagne électorale. Donc, oui. Et il y a tout ce passif dont parlait Dominique Simonet, et il avait raison. Mais ça fait partie aussi de son univers, du folklore Trump. C'est-à-dire, c'est des femmes trophées, minces, belles, blondes, autour de lui, qui sont dans le décor. Il faut d'ailleurs préciser que sa fille Ivanka a disparu. Est partie. Oui, parce que ça ne l'intéresse plus. Elle préfère faire de l'argent. Elle est dans un château doré en Floride, et parce qu'elle avait activement participé à ces deux campagnes précédentes. Là, elle est totalement absente. C'est la fille donc de Donald Trump qu'on avait beaucoup vue à ses côtés. Sa femme Melania, c'est peut-être à part, parce qu'elle a été totalement absente. Elle est revenue à l'époque du Madison Square Garden. Oui, elle a fait une petite apparition. En tout, elle a fait 2 apparitions. C'est toujours négocié avec Melania, apparemment. Ses apparitions, même ses interviews sont négociées. Négocié, ça veut dire qu'elle demande de l'argent. Ouais. Mais donc, ça veut dire quand même qu'il y a peu de femmes autour de Donald Trump. Regardez ce que dit un soutien de Kamala Harris. Alors, vous le disiez, ça vole pas très haut. Effectivement, je vous l'accorde. On ne voit jamais Trump en compagnie de femmes fortes et intelligentes. Jamais. Évidemment, Donald Trump a répondu. Mark Cuban, donc c'est l'homme dont on parle, est un type vraiment stupide. En fait, il a tout faux. Je m'entoure de femmes les plus fortes. Toutes les femmes fortes et les femmes en général devraient être très en colère à cause de la déclaration de cet homme faible. Oui. Mais bon, il y a quand même des femmes. Hein. Il y a Lara Trump notamment, la belle-fille qui a carrément en main le Parti républicain. Hein, parce que maintenant, c'est une histoire de famille. Ce n'est plus le Parti républicain. Ça, il faut aussi qu'on comprenne ça, parce que on n'est plus dans ce jeu traditionnel, en tout cas à mon sens, démocrate, républicain, Ronald Reagan, le Parti de loi et de l'ordre, les conservateurs, et de l'autre côté, les progressistes. Donald Trump a fait du Parti républicain un
un parti populiste, son parti à lui, avec des conflits d'intérêts à n'en plus finir, gangrénant un peu les institutions. On voit bien que les 4 procès au pénal, quand même, qui ont été reportés, avec une Cour suprême qui lui est favorable, et qui ne fait pas vraiment preuve, en tout cas dans ses dernières décisions, d'une grande impartialité, alors que c'est quand même le Conseil des sages. Et donc cette élection, elle ressemble à aucune autre à cause de ça, et surtout par la violence politique, et notamment envers les femmes, que Donald Trump a introduite. La violence politique envers les femmes. Et donc c'est ce que disait Magali Barthès, notre envoyée spéciale tout à l'heure. Est-ce que l'électorat féminin peut faire perdre Donald Trump? C'est possible, ça, ou pas? Oui et non. Enfin, dans le sens où on l'a très bien vu, il y a 66% des femmes de moins de 40 ans qui vont voter pour Kamala Harris. Mais néanmoins, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier que Trump, il joue aussi sur les insécurités liées à l'économie, on l'a dit avant. Donc, c'est-à-dire, quand on regarde l'économie américaine, elle est très dynamique, surtout par rapport à l'européenne, mais pour autant, il y a une inflation qui est très forte. Les gens ont l'impression de voir leur salaire, mais vraiment du jour au lendemain partir. Il joue aussi sur les insécurités liées à l'immigration, Jean-Éric l'a dit, mais il y a aussi les insécurités liées à la criminalité. Et ça, c'est pas toutes des femmes. Enfin, je veux dire, il y a de nombreuses femmes aux États-Unis qui se disent, en fait, moi, ces 3 sujets-là, c'est mes sujets qui me préoccupent le plus. Et en fait, face à Kamala Harris qui représente le statu quo, ou Donald Trump qui me promet de pouvoir vraiment renforcer ça et de me protéger, et en fait, ça me plaît. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'une élection va se perdre par un groupe de votants. En revanche, la génération Z, on en a parlé là dans le reportage, c'est 41 millions Nancy Rice, qui a réalisé le sujet. Pardon, j'ai oublié de la citer. C'est important de citer notre journaliste qui a tout compilé les dernières informations sur Donald Trump. Nancy, 41 millions potentiellement d'Américains qui ont voté, de la génération Z, donc en dessous de 30 ans, dont 8 millions de primo-votants. Et le problème qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, c'est qu'en fait, ces jeunes-là, ils ne veulent pas aller voter. Ils ne croient plus au vote, ils ne croient plus à la politique. Et donc là, il faut regarder qui les atteint. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la campagne Trump atteint en fait toute une portion de cette population-là qui en fait ne lisent pas les journaux, ils ne regardent plus les chaînes télévision, ils vont sur TikTok, ils vont sur Instagram, et en fait en utilisant des influenceurs ou des choses comme ça pour en fait avoir une audience, mais vraiment d'une centaine de milliers de personnes, mais c'est comme ça qu'on peut faire la différence dans ces états bascules. Donc il faut vraiment regarder de façon plus granulaire, et c'est intéressant de voir que les 2 campagnes jouent là-dessus, mais qu'aucune pour l'instant n'est gagnante. Non, mais est-ce que c'est effectivement, d'après vous, Jean-Éric Brana, la campagne la plus genrée de l'histoire des États-Unis? Forcément, vous avez une femme qui se présente en face d'un type qui est persuadé qu'il est le phénix en tant qu'homme. Donc on a effectivement une campagne genrée pour cette raison-là. Mais ce n'est pas qu'aux États-Unis, Magali, vous le savez bien, quand vous êtes à l'écran, les gens vont regarder votre coiffure, comment vous êtes habillé, votre maquillage. Alors, pas vraiment pour mes collègues masculins, ça n'a pas beaucoup d'importance. Exactement, c'est ça. Et en réalité, c'est ça, la vraie inégalité. Comment est-ce qu'on qualifie Kamala Harris sur les plateaux? On va dire, elle est nulle. Moi, le nombre de fois où j'ai pu entendre ça, je suis devant ma télé, je dis, développez, expliquez-moi pourquoi elle est nulle. Mais on va pas le dire, parce qu'évidemment, parce que c'est une femme. c'est pas dit, mais c'est implicite. Et ceux qui arrivent en jugeant la qualité d'une personne politique sur son genre, pardon, mais c'est là où il y a un défaut. Et là, le journaliste qui est sur le plateau devrait dire, développez. En quoi est-ce qu'elle est nulle? Est-ce qu'elle a échoué quelque part? En tant que procureur, est-ce que vous avez des exemples pour me dire qu'elle a échoué? En tant que sénatrice, est-ce qu'elle a fauté quelque part? Est-ce qu'en tant que vice-président, il y a eu quelque chose qui n'a pas été bon? Non, moi je peux vous expliquer, j'ai fait un livre pour expliquer qui elle était, à quel point ça a été un personnage clé à des moments de l'histoire américaine, là où elle a travaillé, et à quel point elle a fait avancer le dossier. Mais auprès des électeurs, elle n'a pas toujours
bien imprimé. Pourquoi est-ce que les électeurs lui sont pas redevables de certaines actions qu'il a pu mener ? Pardon, mais là, je vais mettre là aussi le récit médiatique. Le récit médiatique, il n'a pas été bon. Depuis qu'elle est vice-présidente, vous ne la voyez pas dans les couvertures. Alors pourquoi ? Ça s'explique. Hein. C'est pas que les médias sont mauvais ou qu'ils prennent position. C'est qu'ils doivent parler du président des États-Unis, Biden. Et ensuite, il y en a un à côté qui n'arrêtait pas de bouger. C'était Donald Trump. Eh bien, on a parlé de lui aussi, puisqu'il était parti et qui refusait de partir, ce qui se passe toujours aux États-Unis. Et là, on se rendait compte qu'il s'accrochait. Alors, ça a intéressé. Il n'y avait plus de place pour parler de Kamala Harris. La seule place qu'il y avait, c'était pour reprendre les paroles de Donald Trump, qui lui visait Kamala Harris en comprenant qu'il risquait de l'avoir 4 ans plus tard, et qui la visait dès le départ avec des fausses informations, de la désinformation. Je termine juste là-dessus. Par exemple, l'immigration. Il disait « Oh, elle n'est pas bonne sur l'immigration, regardez, la frontière est poreuse. » Oui, mais Kamala Harris n'était pas en charge de l'immigration. C'est Biden qui était en charge de l'immigration. Elle était en charge du volet diplomatique, à savoir d'aller travailler avec le Guatemala, l'Équateur et ces pays-là, pour essayer de mettre en place avec les chefs d'État des conditions qui feraient que les gens ne viendraient plus dans le pays. C'est très différent, pardon. Et ça n'est jamais expliqué. Vous voyez, pourtant c'est facile à faire, je viens de le faire en 3 mots. Mais c'était pas expliqué parce que les gens ne rentrent pas dans le dossier. Je veux rebondir sur ce que dit Jean-Éric, sur le fait qu'on a tendance, quand je dis on, c'est les médias, mais aussi un peu tout le monde, à reprendre le narratif de Trump, en fait, parce qu'il nous pousse toujours vers une radicalisation des mots, du langage. Prenez par exemple cet exemple des déchets dont on a parlé hier. Les ordures, qui a été repris par Donald Trump. Moi, j'ai vu partout, et même sur les chaînes américaines, repris Joe Biden traite les petites gens de déchets. Mais en fait, non, c'est Donald Trump, dans son meeting, une personne est venue pour traiter le Porto Rico d'une île de déchets. Et Joe Biden répondait à cela. Alors, il a fait une espèce de bourde, c'est pas... Bon, mais malgré tout, on oublie... D'où ça venait ? L'origine, c'était dans le camp de Trump. Exactement. Et on a tendance toujours à partir vers cette description très, très focalisée sur des mots ou une réalité qui n'est pas forcément celle de la majorité. Par exemple, l'avortement, on parle, pour en revenir aux femmes, il y a quand même 2/3 des Américains qui sont pour le droit à l'avortement pour les femmes avec une discussion avec leur médecin. Ça ne reflète pas le débat extrême, ça ne reflète pas non plus la terrible réalité de... Ça veut dire que la campagne à laquelle on assiste, c'est presque une caricature. Ce n'est pas l'Amérique. C'est une caricature, et c'est aussi... On est tombé dans ce que Donald Trump a réussi magnifiquement à faire, c'est-à-dire nous construire un décor avec des faux semblants. On doute de tout. Un fait n'est plus vraiment un fait, ça devient un peu une opinion. Et d'ailleurs, il n'arrête pas de dire et de répéter tout le temps que l'élection de 2020 lui a été volée. Et il dit et il répète tout le temps que l'élection de 2024, dans 3 jours, 4 jours, lui sera volée s'il n'est pas vainqueur. Et donc, il a construit ce monde-là. Mais la réalité, par exemple, si j'en reviens juste pour en finir avec l'avortement, c'est une crise sanitaire importante aux États-Unis. Il y a des femmes qui vraiment ont des problèmes graves, qui en souffrent. La moitié des États interdisent l'avortement, ce qui fait que certaines personnes doivent faire des milliers de kilomètres pour essayer de trouver un médecin, à leur risque et péril, souvent. C'est une situation dramatique d'avoir donné ce droit. Résumé à quelques phrases, et malheureusement, on ne s'attaque pas au fond du problème. Voilà, parce que de l'avoir donné l'avortement au droit des États, en plus, ça instaure une inégalité entre les citoyennes. Si vous êtes californienne, vous avez des droits que n'ont pas les femmes de l'Alabama, par exemple, ce qui est incroyable dans un État de droit, même fédéral.